Bonjour Yann Werner Müller. Bonjour. Alors vous êtes né en Allemagne, vous êtes politologue, professeur de théorie politique à l'université de Princeton aux États-Unis, mais vous avez aussi enseigné à Paris, notamment à l'école des hautes études en sciences sociales et à Sciences Po. On peut dire que depuis 20 ans, vous travaillez, vous écrivez sur les questions de démocratie, de nationalisme ou de libéralisme, en particulier en Europe. Votre dernier livre, Après difficile démocratie en 2013, s'appelle Qu'est-ce que le populisme ? Avec ce sous-titre Définir enfin la menace, on va en parler. C'est publié aux éditions Premier Parallèle. Alors on va commencer en français, vous parlez bien français, je le disais, vous avez été professeur en France, mais si vous le voulez, si c'est plus facile pour vous, vous pouvez passer à l'anglais. Alors dans l'introduction de ce livre, Yann Werner Müller, vous écrivez ceci. Certains considèrent que la politique à l'avenir, dans toute l'Europe, a toutes les chances de se transformer en un combat opposant des populistes de droite à des populistes de gauche. C'est ça qui nous attend, d'après vous ? Peut-être pas, mais ça dépend. Un peu la tragédie aujourd'hui en Europe, c'est que on voit une polarisation entre, si vous voulez, la technocratie d'un côté. Ça veut dire les gens qui disent qu'il y a une seule solution correcte, par exemple pour sauver l'euro, une seule solution correcte économique. Et de l'autre côté, les populistes qui disent qu'il y a une seule voie populaire, la volonté du peuple est singulière d'une certaine façon. Les deux, quand même, ont quelque chose en commun, parce qu'ils sont tous les deux anti-pluralistes. Ça veut dire un débat n'est pas nécessaire, même un parlement n'est pas nécessaire. Ça, c'est un peu l'image d'une Europe que je n'aime pas. Voilà, vous avez déjà donné quelques caractéristiques du populisme, mais avant de continuer à en parler, qu'est-ce que c'est pour vous le populisme? C'est quoi être populiste ou ne pas être populiste? Bon, on a tendance à dire aujourd'hui fréquemment que tous les gens qui critiquent les élites automatiquement sont des populistes. C'est pas vrai. Dans une démocratie, chaque citoyen peut critiquer des élites, le gouvernement, c'est complètement normal. Les populistes, par contre, disent toujours « nous et seuls nous représentent le peuple vrai ». Alors, ils revendiquent un monopole moral, c'est toujours une question morale pour eux, de la représentation du peuple vrai. Tout ça a deux conséquences. Premièrement, à l'échelle des élites, si vous voulez, on dit effectivement tous les autres partis, tous les autres acteurs politiques ne sont pas légitimes. Ils sont corrompus, ils travaillent seulement pour l'Union européenne, je ne sais quoi. À l'échelle du peuple, des citoyens, on dit effectivement les gens qui ne nous soutiennent pas, peut-être leur statut comme partie du peuple est mis en question. À vous entendre, on imagine que populisme et démocratie, ce sont deux mots incompatibles? Tout à fait. On a tendance à dire que peut-être après tout, le populisme pourrait être un correctif pour la démocratie libérale. On établit un lien entre populisme et démocratie directe. Mais ça, c'est pas la bonne voie. Parce que, d'une certaine façon, les populistes commencent avec une image symbolique du peuple vrai. Pour eux, ce n'est pas une question empirique. On ne veut pas ouvrir un processus ouvert, par exemple par un référendum. On sait déjà qui est le peuple vrai. Et vous dites que la caractéristique principale du populisme, c'est le rejet du pluralisme politique. Voilà, c'est exactement ça. On imagine un peuple complètement homogène et d'une certaine façon, on commence avec cette image symbolique du peuple vrai, comme on dit aux États-Unis, Real Americans, par exemple. Et après, on fait une déduction de la volonté authentique du peuple, mais tout ça reste complètement théorique. Alors, avant de passer à quelques exemples, vous pensez que quand un parti populiste arrive au pouvoir, on glisse lentement vers une dictature? Parce qu'il y a un accaparement de l'appareil de l'État, des médias. C'est comme ça que ça se passe? Oui, ça pourrait être le cas. Évidemment, ça dépend. Si un parti populiste a une majorité suffisante pour, par exemple, changer la Constitution, pensez par exemple à l'Hongrie, où le parti de Viktor Orbán a réussi à changer la Constitution, à abolir d'une certaine façon le pluralisme des médias, supprimer d'une certaine façon la société civile. Il y a un risque de passage à une dictature. Oui, tout à fait, parce qu'on dit effectivement, c'est nous et seuls nous qui représentent le peuple, alors les contrepoids institutionnels ne sont pas nécessaires, même l'opposition n'est pas légitime. Pourquoi le peuple ne peut pas être contre soi-même, d'une certaine façon? Alors, vous avez parlé de Viktor Orbán en Hongrie. On pourrait citer d'autres exemples, comme le parti Droit et Justice en Pologne, des frères Kaczynski, le parti donc Union civique hongroise. Là, ce sont pour vous clairement des partis populistes. Oui, c'est très clair, parce que
les gens qui normalement sont des adversaires politiques deviennent les ennemis de la nation. Kaczynski, par exemple, a dit clairement, si vous êtes sur la rue, la société civile qui est contre nous, ce parti-là, vous êtes traître. Un populiste n'a pas d'adversaire, il a des ennemis. Voilà, exactement. Exactement. Alors vous êtes allemand, donc justement, il y a un exemple assez intéressant. En Allemagne en ce moment, c'est l'AfD, Alternative for Deutschland, donc Alternative pour l'Allemagne. C'est aussi un parti populiste en fait qui prolonge le combat du mouvement anti-immigration Pegida. C'est la représentation politique de ce mouvement. Oui, alors c'est une histoire un peu complexe parce que en 2013, au début, ce parti-là n'étaient pas forcément populistes. Ils ont critiqué les mesures pour sauver l'euro, ils ont proposé des valeurs très traditionnelles, mais c'est un peu une réaction contre Angela Merkel qui a guidé son propre parti vers, par exemple, les Verts, vers des positions plus libérales, si vous voulez. Il y a eu les réfugiés qui sont arrivés. Mais après les réfugiés, AfD est devenu un parti populiste. Ils disent clairement que tous les autres partis ne sont pas légitimes, que ce sont seuls eux qui représentent le peuple allemand. Ils utilisent aussi le conspirationnisme. On parle de la théorie du grand remplacement. On dit effectivement que Angela Merkel a un plan de remplacer les Allemands par les Syriens. Alors tout ça est clairement populiste. Alors ça, c'est un discours clairement d'extrême droite, la théorie du grand remplacement. Populisme égale extrême droite ? Non, pas forcément. Parce qu'on peut avoir des idéologies très différentes. Un populisme de gauche est tout à fait possible. Si vous regardez par exemple Hugo Chavez, c'était un populisme de gauche. Même chose là-bas, que si vous n'êtes pas d'accord avec Chavez, vous devenez un ennemi de la nation, automatiquement. C'est vrai que quand on pense populisme, on pense très souvent populisme de droite ou d'extrême droite. Mais il y a aussi un populisme de gauche, comme vous avez cité Chavez, Maduro au Venezuela. Oui, tout à fait. C'est les mêmes caractéristiques dans les deux cas. C'est la même chose en ce qui concerne cette revendication de monopole moral de la représentation du peuple vrai. Ça, c'est exactement la même chose, mais la raison pourquoi on est, par exemple, contre l'opposition, pourquoi certains gens n'appartiennent pas du tout au peuple vrai, ça peut varier, tout à fait. Comme aussi, j'imagine, la position par rapport à l'économie, c'est-à-dire que est-ce que le populisme de droite est nécessairement pro-libéral et le populisme de gauche anti-libéral, ou c'est pas aussi simple? Pas forcément. On a tendance à jeter beaucoup des acteurs dans les mêmes sacs. On dit par exemple souvent qu'en Europe, on a Syriza et Podemos en Espagne comme populisme de gauche. Alors ça, c'est intéressant. À mon avis, ce ne sont pas des populistes. Évidemment, ils critiquent les élites, ils disent que les mesures en place pour sauver l'euro ne sont pas bonnes et tout ça. Pourquoi ce ne sont pas des partis populistes? Parce qu'ils respectent le pluralisme. Parce qu'ils respectent les autres. Ouais. Ils ne disent pas que c'est nous et seuls nous qui représentent le peuple. Ils ne délégitiment pas le système politique. Parce que pour les populistes, s'ils perdent une élection, c'est jamais leur faute. C'est toujours que le système n'a pas respecté la majorité silencieuse. On joue toujours la substance d'un peuple contre les institutions. Ça, c'est très typique. Donc, vraiment, la caractéristique ou les caractéristiques du populisme, c'est d'abord la critique des élites et du système existant, et puis occuper tout l'espace politique disponible. D'une certaine façon. Ouais. Mais aussi cette tactique, cette stratégie même de dire, bon, c'est pratiquement impossible pour nous de perdre parce qu'après tout, on représente le peuple vrai. Alors, le problème, c'est le système. Si vous pensez à Trump, par exemple, il dit déjà qu'en novembre, il y aura quelque chose de frauduleux. C'est pas sa faute, c'est le fait que les élites font quelque chose derrière les coulisses. Alors on glisse automatiquement presque vers le conspirationnisme. Oui, alors Trump, c'est un bon exemple de populisme typiquement américain, dans le contexte américain. Oui, d'une certaine façon. C'était intéressant que, par exemple, en mai, il a dit clairement que la seule chose qui compte, c'est l'unification du peuple et les autres gens ne comptent pas du tout. Alors voilà, c'est exactement cette exclusion à l'échelle du peuple. Alors, Jean-Werner Müller, on voit bien que la démocratie représentative, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui en Europe, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, elle est en crise. Pour l'instant, elle va mal. Le populisme, c'est une des réponses, mauvaise peut-être, mais c'est une des réponses à cette crise de la démocratie représentative. Bon, je me méfie un peu de cette diagnostic, à mon avis, trop global. Parce que si vous prenez par exemple la Grèce et l'Espagne, les systèmes politiques là-bas
après tout, était capable d'une certaine façon de s'adapter, de réfléchir le vrai conflit entre, pour faire bref, austérité et l'anti-austérité. Podemos, par exemple, en Espagne, a réussi à mobiliser pas mal de gens qui, auparavant, ne votent pas de tout. Alors, d'une certaine façon, on n'a plus de pluralisme, les gens pourraient se sentir représentés plus. En même temps, vous avez raison, tout à fait, si vous dites que, quand même, si on vote pour Tsipras, rien ne change, après tout. Mais ça, c'est le problème à l'échelle européenne. C'est le problème qu'on n'a pas vraiment trouvé une manière d'avoir un conflit entre austérité et anti-austérité à l'échelle européenne. Mais vous dites quelque part à la fin de votre livre qu'il faut inventer un nouveau système pour répondre à la menace populiste. Tout à fait. Il y a plusieurs choses à discuter. Tout d'abord, c'est une question des stratégies pour les acteurs politiques. Comment faire? Je dirais qu'il ne faut pas répondre aux exclusions des populistes par une autre exclusion. Alors, il faut entrer dans le débat. Les ostraciser, ce n'est pas une bonne idée. Mais parler avec des populistes, ce n'est pas la même chose que parler comme des populistes. Ça veut dire qu'il ne faut pas automatiquement accepter leur encadrement des problèmes. Et dans un débat, il faut aussi marquer des lignes rouges. Si, par exemple, quelqu'un commence avec cette théorie du grand remplacement, il faut dire clairement aux électeurs que voilà, maintenant, d'autres choses se passent ici. Voulez-vous vraiment être associé avec des partis qui disent des choses comme ça? Donc il faut utiliser un langage clair. Absolument clair. Nommer les choses. Oui. Ouais. En même temps, quelquefois, il faut montrer qu'après tout, les populistes disent qu'on peut résoudre tous les problèmes, même des problèmes économiques, par l'homogénéité nationale. Et c'est pas évident, hein. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait l'effort de parler en français. Un sujet passionnant, en tout cas, qu'on n'a pas épuisé. Mais en tout cas, tous ceux qui sont intéressés par le populisme en Europe et ailleurs dans le monde, je renvoie à votre livre « Qu'est-ce que le populisme ? Définir enfin la menace », donc aux éditions Premier Parallèle. Merci beaucoup Merci d'avoir été l'invité du 64 minutes.